Lorsque j'ai acheté cette Ferrari, elle était abîmée, meurtrie, avec un demi-moteur et une boîte de vitesse en 1000 morceaux. Depuis, j'ai reconstruit le moteur et la boîte de vitesse avec mon père. Ferrari, Ferrari! Mais dans la dernière vidéo, il n'a cessé de surchauffer et nous n'arrivons toujours pas à passer les vitesses. Mais aujourd'hui, je vais la conduire pour la première fois. Wow! Espérons-le. Le premier problème à résoudre est celui de la surchauffe. J'ai rempli le système de refroidissement à l'aide d'un aspirateur à plusieurs reprises en m'assurant qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Nous avons découvert que le thermostat était défectueux et nous l'avons supprimé. Mais la surchauffe persistait. Il y a peut-être un autre composant défectueux dans le système de refroidissement. Ok, on démarre à froid, ça devrait démarrer. Le démarrage à froid est le seul qu'on puisse faire, parce que tout ce qui est plus froid surchauffe. Première fois! Je pense que la première chose à faire, c'est vérifier si la pompe à eau pompe effectivement l'eau dans le système. Parce que si ce n'est pas le cas, le problème est là. Si l'eau est pompée, il y a sûrement un sas d'entrée quelque part. Mais c'est pas si simple. Je pense qu'on devrait enlever l'un de ces tuyaux et voir si de l'eau s'écoule. J'ai les ventilateurs dans la voiture, j'ai de la chaleur dans la voiture. Ce qui me fait dire que le liquide de refroidissement circule. Il s'agit donc d'un sas d'entrée, je sais pas. Voyons si ça monte en température maintenant. Pour que les ventilateurs de la voiture chauffent, le liquide de refroidissement doit circuler dans le système de refroidissement et dans le radiateur. Le moteur se trouve à l'arrière de cette Ferrari, et bien entendu, le radiateur se trouve à l'intérieur de la voiture. La pompe à eau doit fonctionner car le liquide de refroidissement doit circuler de l'arrière de la voiture vers le radiateur, ce qui explique pourquoi les ventilateurs sont chauds. Il semble donc que notre problème vienne d'ailleurs. La Ferrari est maintenant à température. Nous devrions donc entendre les ventilateurs du liquide de refroidissement s'activer pour maintenir la température exacte. Ouais! C'est de l'air chaud! C'est de l'air chaud! Un ventilateur de refroidissement a commencé à fonctionner, ce qui est une bonne nouvelle. Il faut maintenant vérifier que le liquide de refroidissement maintient cette température et ne s'échauffe pas davantage. La température vient d'augmenter. Si cette température baisse, nous sommes sur la bonne voie. Si elle continue à augmenter, on a un problème. Celui-ci s'est déjà allumé? Non. Est-ce qu'il s'est jamais allumé? Je pense que ce côté s'est jamais allumé, mais l'autre côté, oui. Mais la température a continué à augmenter. Un seul ventilateur semblait fonctionner. Beaucoup trop élevé. C'est beaucoup trop élevé. Ce que j'ai découvert en faisant des recherches, c'est que ce ventilateur est censé se mettre en marche à une certaine température. Et si la température ne diminue pas, il active le ventilateur de droite. Je ne sais pas ce que ça signifie en termes de logique. J'en ai aucune idée. La question est donc de savoir si ce ventilateur a déjà fonctionné. Donc, je pense que la première chose à faire est d'alimenter directement le ventilateur de droite. Il y a 2 relais ici. Celui-là pour le ventilateur de gauche et celui-là pour le ventilateur de droite, je crois. Donc, si nous retirons le relais, eh bien, il sera alimenté et nous verrons s'il s'allume. Je suppose que les 2 grosses bornes alimentent le ventilateur, et c'est ce qu'on entend avec ce clic. Mon père va donc faire le pont entre l'alimentation et ce fil, qui annulera le travail du relais. En voilà un d'installé, et le ventilateur s'est allumé. Ok, donc c'est l'inverse de ce que j'ai dit. Donc ici, c'est le ventilateur dont nous savons qu'il fonctionne, et maintenant il va faire la même chose pour l'autre. Je ne vais pas le mettre encore. Voilà. Hé, ça fonctionne! Attendez, il sonne un peu louche. Mais en utilisant mon grand cerveau, cela signifie que le problème est là. Ça pourrait signifier que le problème est là. Mais... On a fait des recherches avant que tu arrives. D'accord, d'accord. On a déjà inversé les relais, et ce ventilateur se met toujours en marche. Avec l'autre relais. Avec l'autre relais. Le relais est bon. Je sais plus où j'en suis. Pour allumer ce ventilateur, il faut que le capteur de température du liquide de refroidissement le fasse. Ainsi, lorsqu'il atteint une certaine température, dont nous savons qu'elle fonctionne parce que le tableau de bord indique une certaine température, il active le ventilateur. Mais lorsqu'il atteint une température plus élevée, il a besoin d'autre chose. Il ne s'agit pas d'un capteur de température, mais d'un commutateur de température, qui se trouve juste en bas, comme ce commutateur ici. Il y a donc un capteur de température du liquide de refroidissement, et c'est ce commutateur.
Tout ce que fait le commutateur, c'est de connecter un circuit à la Terre. Lorsqu'un ventilateur ne refroidit pas suffisamment le liquide de refroidissement, la température du liquide de refroidissement tire vers le bas ce disque ici, tirant vers le bas la borne pour créer un circuit complet qui devrait mettre en marche l'autre ventilateur. Pour tester cette théorie, je viens de débrancher la connexion électrique et mon père va relier les bornes entre elles avec son fil pour voir si l'autre ventilateur s'allume. Ouais, le ventilateur s'allume. Les deux ventilateurs sont en marche. Donc les deux ventilateurs fonctionnent, le relais fonctionne, nous pensons donc que le maillon faible est le commutateur. Je me suis donc empressé de commander un commutateur qui coûtait 78 livres sterling plus les taxes et qui devrait arriver le lendemain. Mais en attendant, nous devons changer le thermostat. Le boîtier du thermostat et le thermostat se trouvent directement après la pompe à eau sur ce moteur. Et pour l'instant, il n'y en a pas parce que le nôtre était défectueux. Tout ce qu'il fait, c'est arrêter le flux de liquide de refroidissement vers les radiateurs pour refroidir le liquide de refroidissement lorsque la voiture essaie de se réchauffer. Mais lorsque cette dernière atteint sa température, le thermostat s'ouvre et le liquide de refroidissement circule dans les radiateurs et reste à la bonne température. Voici le nouveau boîtier du thermostat, avec le thermostat en place. Et une chose que j'ai réalisée après avoir regardé cette vidéo, c'est que j'ai mis un peu de joint d'étanchéité autour, mais j'ai complètement oublié le joint. Mais nous verrons s'il y a des fuites après avoir mis du liquide de refroidissement. Le boîtier du thermostat est en place. Nous attendons toujours le commutateur de température, mais une autre chose que nous pouvons faire en attendant, c'est que ces tringleries ne sont pas connectées à quoi que ce soit. On a reconstruit le moteur, on a reconstruit la boîte de vitesse, mais on ne sait pas encore si la boîte de vitesse fonctionne réellement. On peut l'enclencher, parce que nous pouvons le déplacer et l'enclencher, comme nous l'avons fait dans la dernière vidéo. Mais nous ne savons pas dans quel engrenage il s'engage, on ne sait pas si ça fonctionne. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un système permettant de maintenir ces câbles sur la boîte de vitesse afin de pouvoir les déplacer et les connecter à l'intérieur. Le problème, c'est qu'apparemment, selon Google, seuls 1500 F430 manuels ont été fabriqués. Donc trouver tous les mécanismes manuels, comme les petits bras et autres, a été une véritable mission. Et tout cela pour construire le mécanisme de la boîte de vitesse. Liam et moi allons construire tout cela. Je ne peux pas vraiment expliquer comment ça fonctionne. On va sûrement se tromper. Mais faisons-le. Il y a beaucoup de bras, de pièces et de roulements pour faire fonctionner tout cela. Et tout ce que nous avons, c'est ce diagramme pour tout assembler. Nous espérons donc qu'avec un peu de bon sens et une bonne dose d'improvisation, nous serons en mesure de déterminer la destination de toutes ces choses. C'est comme construire des Lego. Tous ces bras sont montés sur les côtés de la boîte de vitesse et doivent pouvoir pivoter et se déplacer. Lorsque vous déplacez le levier de vitesse dans la voiture, les câbles sont tirés vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Je dois faire un clin d'œil à EAG USA pour cette pièce, qui permet de monter les câbles sur le côté de la boîte de vitesse parce qu'ils ne sont plus disponibles chez Ferrari. Cette pièce provient en fait d'un kit de conversion manuel que Freddy a utilisé, alias Tavares, sur sa 430 Scuderia. Et je pense que nous avons à peu près trouvé la solution. On l'a installé! Mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit correct. On n'est vraiment pas sûr que ce soit bon. Mais on va le découvrir. La première étape consiste à vérifier s'il peut passer à la vitesse supérieure, lorsque la voiture n'est pas en marche. L'étape 2 consiste à vérifier si le véhicule s'enclenche lorsque la voiture est en marche. L'étape 3 consiste à la déplacer et à la conduire. Étape 1. On y va. Ok. À mon avis, c'est pas correct. Ça semble pas correct. Ça m'a pas l'air correct. Oh! Oh! Oh, ça a fait quelque chose! Ça a fait un truc! C'est vraiment mou! C'est une vieille voiture. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est la deuxième? Il y a quelque chose qui va pas. Il va donc falloir tout démonter pour voir s'il y a un problème. Car tout ça a été démonté lorsqu'on a reçu la voiture. Je jette donc un coup d'œil pour voir s'ils ont pris quelque chose en dessous. Ce qui... Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'un seul câble est connecté. Alors, il y a quelque chose de cassé. Liam, explique de ton mieux ce qui ne va pas. Le mieux est qu'il y ait quelque chose de cassé. Ici, là. Ouais, sur le côté. Il y a beaucoup de mou. Et ce câble ici est le câble d'avant et arrière. Celui qui se trouve à l'autre extrémité. Vas-y, montre. Tu vois ça? Ouais, je vois bien. Ça signifie que ça peut coller en 3e et 4e position. Ouais, et potentiellement. Mais il y a l'autre câble. Donc ça, c'est les câbles des côtés. Ici, en bas. Ouais. Et ça, c'est le latéral, mais c'est cassé. Ouais. Donc, quand tu fais ça, ça ne fait pas grand-chose. Est-ce la première chose à faire? Ça permet d'abaisser
Mais maintenant, c'est sorti. On peut pas passer la 3e ou la 4e. Tu peux pas le bouger sur les côtés. Donc, on a besoin de cette pièce qui, je le sais, sera très difficile à trouver. Ouais. Voyons si on arrive à passer la 3e et la 4e. Tu veux que je te fasse monter? Ouais, fais-moi monter et on va voir si ça passe en 3e et en 4e. Prêt? 3e vitesse. Ça roule! Ça roule? Ouais, ça roule! Ouais! Ok, 4e vitesse, 4e vitesse. Oh! Donc, le problème, c'est ça. Voyons si on arrive à en trouver un en vente. Bonne chance! Ouais, ça va être super dur à trouver. Je crois que mon grand-père en a un. C'est vrai? Non. Il est vraiment stupide. Nous en avons trouvé un. Curieusement, il est toujours disponible chez Ferrari, mais au prix de 320 livres sterling. Taxes en plus. Nous allons donc devoir attendre la livraison. Entre-temps, le commutateur du ventilateur est arrivé. Je peux donc commencer à l'installer et nous verrons ensuite si nous pouvons le faire fonctionner la voiture à la température voulue. Ça, c'est mauvais. C'est aussi mauvais que d'acheter une voiture et de ne pas savoir qu'elle était accidentée avant de l'acheter. Mais voici le nouveau. C'est la providence. C'est comme un contrôle car vertical. C'est tout à fait comme un contrôle de car vertical. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne et comment fonctionnent les contrôles de car vertical. Il est facile de vérifier votre voiture sur car vertical. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un numéro d'immatriculation ou d'un numéro VIN. Et il fonctionne dans plus de 20 pays différents. Vous obtiendrez un contrôle très approfondi qui ressemble à ceci. Et vous pourrez voir instantanément si votre voiture a fait l'objet d'une fraude au kilométrage, si elle a déjà été volée, si elle a un financement en cours ou si elle a déjà été accidentée. Non seulement car vertical fait cela, mais ça vous montre également une chronologie complète de la voiture à chaque fois qu'elle a été mise en vente, à chaque fois qu'elle a été soumise à un contrôle technique et à chaque fois qu'il y a eu un changement de plaque ou de propriétaire. La connexion est établie. Il est temps de faire le plein de liquide de refroidissement. Là encore, je vais remplir le liquide de refroidissement sous vide en connectant le dispositif de remplissage sous vide, puis la conduite d'air qui va aspirer tout l'air du système de refroidissement et le remplacer par du liquide de refroidissement uniquement. Car vertical est vraiment indispensable à l'achat d'une voiture. La dernière chose que vous souhaitez, c'est dépenser votre argent pour une voiture dont l'historique est douteux, comme cette Porsche GT3. Pour moi, le plus intéressant avec car vertical, c'est que si une voiture a déjà été accidentée, vous pouvez voir sur certains sites des photos de la vente aux enchères de la voiture, sur le site de vente aux enchères des voitures accidentées. C'est plutôt cool. Le liquide de refroidissement est maintenant aspiré de ce seau et introduit dans le système de refroidissement, en espérant qu'il n'y ait pas de poche d'air. Le vide devrait donc être comblé. Si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture cette année, n'hésitez pas à utiliser d'abord car vertical. Et s'il vous plaît, utilisez le code de réduction MAT sur le total. Cela vous permettra d'économiser de l'argent sur ce contrôle et vous évitera peut-être d'acheter des voitures bidons, comme c'est le cas pour la plupart de mes voitures. Maintenant, on va voir si la température fonctionne. Il faut que ça marche cette fois-ci. Ça doit fonctionner à la température voulue et tout ira bien. Si ça fonctionne pas, est-ce que ça pourrait être la petite boîte rouge? La boîte rouge? Qui était branchée sur le côté du... La boîte rouge? Tu sais, les petites boîtes rouges qui étaient branchées sur le côté de l'appareil. Oh! Les relais! Ouais. Ça sonne pas mal? Il ne reste plus qu'à attendre que la Ferrari atteigne sa température. Et quand elle l'aura atteinte, nous espérons qu'elle y restera. Et que les ventilateurs se mettront en marche. J'aime bien la Ferrari. Nous espérons maintenant qu'une fois que le ventilateur de gauche se met en marche, il active le ventilateur de droite au bout d'un certain temps. Allez les ventilateurs, allez! Ouais, il s'est allumé! Celui-là! Et celui-là? Ouais, il est allumé! Ils sont tous les deux allumés? Ouais! Ça devrait donc rester à température. Les deux ventilateurs fonctionnaient, ce qui devrait permettre de maintenir la voiture à la bonne température. Elle est à 90 degrés. Pile poil. Voilà, c'est fait, la bonne température. Ouais. Ça a fonctionné.
Nous pouvons maintenant commencer à faire en sorte que cette Ferrari ressemble à une Ferrari. Bienvenue dans mon magasin de pare-chocs. La peinture a déjà été refaite. La voiture sera entièrement détaillée et assortie, mais tout cela a été peint par l'atelier de carrosserie. Merci Body Shop. Il ne nous reste plus qu'à compléter le tout avec ce kit. Le splitter avant, qui se trouve ici. Combien ça a coûté? C'était cher, n'est-ce pas? Environ 500 livres. Ouais, 500 livres pour ça. C'est comme de la fibre de verre. Je me suis donc attelé à la fixation des splitters qui nous ont coûté cher et de toutes les autres pièces qui composent le pare-choc avant de la F430, comme les grilles avant et les grilles latérales. Pendant que mon père se mettait au travail, il installait la tringlerie d'essuie-glace que nous avions dû acheter d'occasion, ainsi que tous les panneaux d'écoutille autour du capot. Il était enfin temps d'ajouter le pare-choc. C'est la première fois que je vois la Ferrari avec un pare-choc complet. La Ferrari est une belle voiture et c'est la F430. Ouais, je suis d'accord, c'est très joli ce qu'on a fait. Et nous avons ajouté du noir. Normalement, c'est gris. Mais tout ce qui est gris devient noir parce que j'ai l'impression que ça lui donne plus de profondeur. Comme sur la Murcielago, les boulons se glissent à l'intérieur de la coque. Et il faut ensuite ajouter un écrou. Ensuite, nous pourrons installer la moquette pour terminer la baignoire. Et regardez-moi ça, pour un premier montage, moi je trouve ça plutôt pas mal. Passons maintenant à l'arrière. Passons au pare-choc arrière. Celui-ci est d'origine. Et il a également été peint en... Je crois qu'il s'agit de Ricel Red. Les boucliers thermiques se fixent des deux côtés. Je suppose que c'est pour empêcher le pare-choc de fondre. La grille supérieure sera également boulonnée sur le pare-choc. Tout cela a dû être ordonné. Comme vous l'avez deviné, beaucoup d'entre vous ont probablement raison. Nous avons déjà largement dépassé le budget. Mais je pense que le prix de ces F430 manuels va augmenter au fil des ans. Tout n'est donc pas si mal. Waouh! Ce pare-choc ne se fixe pas directement sur le pare-choc. Voici des entretoises authentiques de chez Ferrari. Car le pare-choc d'origine n'est pas adapté et elles sont toutes de tailles différentes. Par exemple, il y en a des minces, d'autres un peu moins. Et tout ça, ça va là-dedans. Comme ça, on les espace. Pas mal, non? C'est tellement italien. Comme sur la Murcielago, les pare-chocs arrière utilisent des espaces. Mais c'est la particularité de ces vieilles voitures italiennes. Et c'est le genre de choses que j'aime chez elles. C'est un peu comme une voiture en kit. Mais ne dites pas à Ferrari que j'ai dit ça. Il ne reste plus que quelques boulons pour le pare-choc arrière. Et je pourrai ensuite passer au diffuseur arrière. Ce qui fera un arrière presque complet. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, il me manque quelques réflecteurs et des feux de plaque d'immatriculation, mais je les ai commandés. Je vais vous dire, c'est une belle voiture. C'est une super belle voiture. Chaque pièce que je mets maintenant apporte une amélioration vraiment radicale et ce qui me paraissait autrefois comme une construction impossible devient peu à peu possible. Mais si vous me disiez aussi, Matt, les pare-chocs sont d'un rouge différent du reste de la voiture, alors je suis en quelque sorte d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas que cette voiture date d'1 mois, et que celle-ci, en revanche, a 18 ans. Je pense donc qu'avec une bonne correction de la peinture, nous pourrions probablement obtenir un résultat assez similaire. De toute façon, je vais devoir la déposer chez le carrossier Allied Automotive pour retoucher des tas de petites choses sur cette voiture et faire quelques petites retouches. Alors peut-être que nous devrions tout faire raccorder pour que ce soit absolument parfait. Mais aujourd'hui, cette Ferrari commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et de savoir que ni moi ni mon père n'avions d'expérience en matière de reconstruction de Ferrari me rend extrêmement fier. C'est une grande réussite que d'être arrivé jusqu'ici. Je suppose que le travail acharné l'emporte vraiment sur le talent. Et si cette voiture fonctionne et roule, cela en sera la preuve. Il manque encore de nombreux capots de moteur et d'autres éléments que nous mettrons ultérieurement, mais nous n'avons pas encore terminé. Mais je crois que j'ai dit au début de cette vidéo que j'allais la conduire. Et je veux tenir cette promesse, donc nous y voilà. Rien ne va plus. Tu ne peux passer que la 3e vitesse? Ouais, j'ai opté pour la 3e. Les jeux sont faits. Elle n'est pas tout à fait terminée. Mais je pense qu'elle est en assez bon état pour la faire rouler en 3e. Certains d'entre vous remarqueront peut-être qu'elle a de drôles de roues, que la peinture n'est pas terrible et qu'il n'y a pas de siège.
Mais rien de tout cela n'empêchera d'essayer de la conduire pour la première fois. Ouais, ça ira. Stop. Ok. Voici la première conduite. En 3e vitesse. Les sièges ont l'air confortables. C'est parti. Ça sonne pas mal. 3e vitesse. Ouais. Ouais. Eh ben vite. Ouais. 4e. Je sais pas quel est son plan maintenant parce qu'il est littéralement parti dans la ligne droite sans pouvoir faire de marche arrière. Ah, il faut que j'enlève ça. Pousse le levier en arrière. En arrière. En arrière. Sur la gauche et en arrière. En arrière. C'est bon, ça y est? Ouais. On a la marche arrière. Il est en marche arrière? Quoi? On est en marche arrière. L'embrayage fonctionne bien. Elle a bien roulé. Il a réussi à s'imposer en 3e, c'est signe d'un bon embrayage. Eh bien, on a construit la boîte de vitesse et le moteur. Ça a marché. Et on a réussi à aller en ligne droite. Maintenant, nous allons essayer de passer la première vitesse. C'est plutôt assez simple. Elle est enclenchée? Oui, c'est bon. Non, elle n'est pas enclenchée. Bon. On est peut-être un peu trop loin. Et pas Mais à qu'est-ce qui gauche, se pas à passe? gauche. Tu T'essaies m'attrapes de le me faire doigt. bouger? Tu dois simplement aller vers l'avant. Va pas à gauche. Ouais. Il pourrait s'agir de la première vitesse. Ça pourrait être la première. C'est le cas! Ouais! Oh mon Dieu! C'est de la folie! Qu'est-ce que... C'était très rapide! Oh mon Dieu! Je me suis cogné le dos. C'était super rapide! Mais ça marche vraiment! Comment t'as assemblé une boîte de vitesse qui fonctionne? Je suis impressionné. C'était littéralement... C'est la roue qui tournait! Ouais, c'était dingue depuis l'arrière. Un truc de malade! Qu'est-ce que tu penses de la Ferrari? C'était génial, j'ai adoré. En fait, ça fonctionne en quelque sorte. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de la terminer. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Elle est entrée? Tu viens de faire la même chose. Tout ce qui est gris devient noir parce que j'ai l'impression que ça donne plus de profondeur. Il y a quelque chose qui va pas chez lui. Like a drug that I just can't deny.